aujourd'hui de vous présenter une brève synthèse sur la Révolution russe, à la fin de laquelle je me propose donc de vous présenter, comme d'habitude, une petite bibliographie sélective qui vous permettra, le cas échéant, d'approfondir vos recherches pour préparer vos leçons si nécessaire. Alors, mon exposé comprendra trois parties. Une première où je vais d'abord essayer de présenter la situation de la Russie à la veille de la Première Guerre mondiale, donc en 1914. Dans un deuxième temps, j'expliquerai dans quelles conditions, pourquoi et comment se sont produites les deux révolutions russes de février et d'octobre 1917. Et enfin, dans un troisième temps, j'expliquerai quelles sont les mesures que Lénine a prises dès son accession au pouvoir. Donc je commence tout d'abord dans une première partie par vous expliquer la situation de la Russie en 1914. Alors, je vais successivement étudier les points suivants. D'abord la situation économique et sociale, ensuite la situation politique et enfin la situation militaire. Je commence donc par la situation économique et sociale. En 1914, donc au début de la Première Guerre mondiale, la Russie possède plutôt 170 millions d'habitants. Ces 170 millions d'habitants sont essentiellement des paysans arriérés, analphabètes, disposant de techniques très primitives pour travailler le sol. Les villes ne sont pas très nombreuses. Les serfs ont été libérés, en tout cas sur les terres de la Couronne, en 1861, donc c'est très récent. Et 40% des terres appartiennent aux nobles. En ce qui concerne maintenant la classe ouvrière, elle est très peu nombreuse. Il y a 3 millions d'ouvriers en Russie. Je vous rappelle le chiffre global, 100 millions d'habitants, 3 millions d'ouvriers. Donc ce ne sont pas les conditions optimales souhaitées et même qu'avait imaginé Karl Marx lorsqu'il avait conçu son projet de révolution prolétarienne au XIXe siècle. Il avait imaginé en effet que s'il y avait une révolution ouvrière, elle se produirait dans un pays très industrialisé, donc en avance sur les autres, et où le prolétariat était nombreux. Donc la Russie ne correspond pas du tout au schéma théorique qu'avait construit Karl Marx. Toutefois, ce prolétariat a quelques caractéristiques qu'il convient quand même de souligner. C'est qu'il est peu nombreux, mais il se trouve rassemblé principalement dans 3 villes. À Odessa, qui est un port de la mer Noire, ensuite à Saint-Pétersbourg, près de la Baltique, et enfin dans la région de Moscou. Autrement dit, il est peu nombreux, mais il est concentré. Et par le fait même qu'il est concentré dans de très grandes usines, eh bien, ces lieux-là vont être propices, justement, à l'agitation populaire en 1917. Donc, ce prolétariat, outre le fait qu'il est concentré et donc quantitativement important dans les 3 villes que j'ai mentionnées, ce prolétariat a en plus comme caractéristique de vivre dans des conditions très mauvaises, hein, en général 10 à 12 heures de travail par jour. Il vit également avec de très bas salaires et il est plus facilement réceptif au discours des agitateurs révolutionnaires. Donc il ne faut pas, d'une manière caricaturale, imaginer que c'est la quantité qui fait le nombre, hein, et que c'est la quantité qui va faire la différence au moment de la Révolution. Non, ici, je dirais que ce prolétariat, sur le plan qualitatif, il est, je dirais, très sensibilisé aux phénomènes socio-économiques, parce que les ouvriers se parlent entre eux, ils sont très nombreux dans un endroit réduit, et ensuite, parce
parce qu'ils, comment dirais-je, au moment de la guerre, en 1917, ils vont, par le fait même qu'ils sont dans des grandes villes où les problèmes connaissent une acuité, une intensité beaucoup plus importante, être beaucoup plus facilement mobilisables que d'autres prolétariats d'Europe. Alors, outre la situation des paysans, quelques mots encore maintenant des autres classes sociales. Les fonctionnaires, relativement à la dimension de la population, sont déjà nombreux. Donc ils annoncent, ne fût-ce que par l'organisation du système tsariste, la bureaucratie soviétique. La bourgeoisie des villes est peu nombreuse, l'aristocratie est divisée entre des francophiles, des occidentalophiles, et d'autre part ceux qui veulent retourner aux sources, je dirais, du monde slave, ce qu'on appelle les slavophiles. On retrouve d'ailleurs cette même division chez les intellectuels. Beaucoup d'intellectuels sont, comment dirais-je, frustrés du rôle qui leur est permis d'exercer dans l'Empire à cette époque-là. Ils n'ont pas la possibilité, effectivement, d'exercer leur talent dans ce régime autoritaire. J'en arrive tout de suite, maintenant, à la situation politique de l'Empire. L'Empire tsariste est dirigé par un tsar qui possède tous les pouvoirs. Le tsar, c'est l'empereur. Cet empereur est un autocrate. Étymologiquement, autocrate signifie qu'il dirige tout par lui-même et tout seul. Il renvoie à une tradition que nous avons étudiée précédemment pour l'Ancien Régime, c'est la monarchie absolue de droit divin. Le tsar de Russie, non seulement possède tous les pouvoirs, mais il a un caractère sacré. Il est presque l'équivalent d'un prêtre. En effet, il est l'héritier du Basileus de Byzance, qui était à la fois empereur et prêtre. Ce qui lui donne, je dirais, une double légitimité pour contrôler le peuple. Le tsar est détesté, je dirais, par la très grande masse de la population. Et d'abord par les classes supérieures. Parmi ces classes supérieures, on trouve tout d'abord la noblesse. La noblesse n'apprécie pas le monopole du pouvoir par le tsar. Et cette noblesse libérale souhaiterait participer à l'exercice du pouvoir. À côté de cette noblesse qui a lu, et qui est souvent francophile, qui a lu les grands classiques du XVIIIe siècle et du XIXe siècle français, en particulier du siècle des Lumières, on trouve une bourgeoisie éclairée. Cette bourgeoisie ne souhaite pas de révolution, certainement pas, elle souhaite surtout la stabilité, mais elle souhaiterait une monarchie parlementaire constitutionnelle comme il en existe en Europe occidentale. Autrement dit, en Angleterre ou en Belgique, à la même époque. C'est-à-dire un régime où le souverain, ou plutôt, le souverain, bien que le terme ne soit pas vraiment adéquat ici, je dirais le monarque, ne dispose pas de la plénitude des pouvoirs, de la souveraineté du pouvoir, mais que concrètement, c'est le peuple, plus exactement la bourgeoisie, qui exerce le pouvoir via un parlement, par l'intermédiaire d'un parlement. Autrement dit, la bourgeoisie russe souhaite un parlementarisme comme il en existe jusqu'en Belgique à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire une monarchie, un parlementarisme censitaire. C'est donc la bourgeoisie aisée qui peut voter, alors que le peuple n'a pas la possibilité, puisqu'il ne paye pas des impôts qui lui permettraient
par ses contributions, de participer à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire de représentants dans une chambre ou au Sénat. Troisième groupe. Oui, alors cette bourgeoisie qui souhaite le parlementarisme censitaire, elle est rassemblée dans un parti que l'on appelle le Parti constitutionnel démocrate, sous sa forme abrégée, les KD. Donc c'est un K et un D, et qu'on appelle de manière familière les cadets. Troisième groupe, c'est le groupe des socialistes. Alors les socialistes, ils sont très divisés. Ils sont très divisés. Alors ces socialistes sont divisés, pourquoi? Parce qu'ils sont partagés entre d'une part ceux que l'on appelle les socialistes révolutionnaires qui souhaitent une réforme agraire en profondeur, qui sont en fait des communistes qui souhaitent le partage des terres dans les campagnes, campagnes où les paysans, depuis leur libération en tant que serfs, se sont fortement endettés pour racheter les terres sur lesquelles ils travaillaient précédemment, les terres des seigneurs. Donc, quelque part, leur émancipation juridique n'a pas été pour eux l'occasion d'accéder également à l'émancipation économique et sociale, c'est-à-dire à une élévation de leur niveau de revenus. Donc ça c'est le premier groupe des socialistes, je dis bien donc les socialistes révolutionnaires. Et en face des socialistes révolutionnaires, il y a ceux que l'on appelle les sociodémocrates. Il ne faut pas entendre ce terme sociodémocrate comme on l'entend à l'heure actuelle, c'est-à-dire des socialistes bontains. Quand on parle de sociodémocrates à l'heure actuelle, ce ne sont certainement pas des révolutionnaires, ce sont des gens qui s'accommodent du régime capitaliste et qui suivent une voie réformiste et pensent que l'on peut changer la société grâce à des lois qui sont votées au Parlement. C'est la voie des socialistes français, des socialistes belges ou des travaillistes en Grande-Bretagne. Ce sont ceux-là qu'on appelle maintenant des sociodémocrates. À l'époque, pas du tout. Les sociodémocrates, en fait, ce sont les communistes. Mais les communistes marxistes. À distinguer des socialistes révolutionnaires qui n'étaient pas marxistes, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui souhaitaient une réforme agraire, le partage des terres. Les sociodémocrates dont je vous parle ici sont eux-mêmes divisés. Ce sont des marxistes, mais ils sont eux-mêmes divisés en deux tendances. Alors, je vous rappelle en deux mots qui était Karl Marx. Karl Marx est un philosophe allemand qui vit au XIXe siècle. Et Karl Marx a élaboré une doctrine qui visait à l'émancipation de la classe qui, à ses yeux, était porteuse d'avenir, c'est-à-dire le prolétariat, autrement dit la classe ouvrière. Il a produit une œuvre colossale, dont le principal ouvrage est Le Capital, publié en 1867. Et Karl Marx a résumé ses idées dans un ouvrage qui lui a connu un grand succès, mais qui caricature certainement ses idées, d'autant plus que sa pensée n'était pas encore élaborée à ce moment-là, c'était relativement au début de sa carrière, il avait 30 ans à ce moment-là. Le manifeste du Parti communiste qu'il écrit à Bruxelles en 1847, qu'il publie à Londres l'année suivante en allemand, donc en 1848, et qui va connaître un très très grand succès. Voilà. Alors, Karl Marx est mort avant d'avoir pu réaliser le rêve de sa vie, c'est-à-dire avoir vu l'émancipation de la classe ouvrière. Et c'est seulement à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qu'en Russie, un certain nombre de marxistes se disent que les temps sont peut-être mûrs de passer de la théorie à la pratique, autrement dit de passer de la pensée à l'action. Mais je vous ai dit tout à l'heure que ces marxistes sont divisés en deux branches. Il y a ceux que l'on appelle les majoritaires au sein du Parti social-démocrate, ce sont les bolcheviks, le mot bolchevique ne veut rien dire que majoritaire d'ailleurs en russe, et en face des bolcheviks, vous avez une branche minoritaire, dont je vais vous exposer
exposer la doctrine dans un instant, que l'on appelle les mencheviks, ce sont les minoritaires. Alors, au sein des bolcheviks, c'est-à-dire les majoritaires au sein de ce parti, on pense que même si la Russie est un pays archaïque, féodal, moyenâgeux, il n'empêche que la situation est mûre pour faire la révolution tout de suite. Et quelque part, ceux qui promeuvent cette idée-là, en particulier Lénine, eh bien ceux-là vont à l'encontre de la théorie de Karl Marx. Parce que Karl Marx avait dit qu'il ne fallait pas trop se précipiter, parce que l'histoire suivait une logique implacable, et qu'après le stade esclavagiste qui opposait maître et esclave, et le stade féodal qui opposait serfs et seigneurs, il y avait le stade capitaliste qui opposait patron et ouvrier, qui est un stade indispensable par lequel il fallait passer avant d'arriver à une société socialiste puis communiste. Or, ici, on sort à peine d'une société féodale moyenâgeuse. Donc, du point de vue marxiste, on ne peut pas faire la révolution. Il faut d'abord attendre que le capitalisme ait permis l'accumulation de ce que les marxistes appellent l'accumulation primitive du capital, c'est-à-dire ait pu constituer une richesse importante dans le pays, que les industries soient devenues nombreuses. Donc il faut laisser jouer à la bourgeoisie, au patronat, son rôle historique d'accumulation des richesses, et puis après faire la révolution. Lénine dit pas du tout. Lénine dit les temps sont mûrs, il faut faire la révolution tout de suite, le plus rapidement possible. Il avait tenté de le faire déjà en 1905, lors de la première révolution russe. Ça n'avait pas marché. L'émeute avait été, la révolution avait été écrasée, étouffée dans le sang par le tsar, Nicolas II déjà à l'époque. Et donc, à la veille de 14-18, ils se disent que bon, maintenant, peut-être que la guerre va accélérer les événements et permettre une situation propice donc à l'éclatement de la révolution. Ça, c'est donc la situation, la position des bolcheviks. Les bolcheviks sont donc des gens qui veulent accélérer le cours d'histoire. Ils sont majoritaires au sein du Parti social-démocrate. Et en face, vous avez les mencheviks qui, eux, ce sont les marxistes rigoureux, je dirais. Ils se disent non, ils sont plus théoriciens, ils sont peut-être moins pratiques que les autres. Ils se disent mais non, il n'y a rien à faire, il faut suivre les théories de Marx. Autrement dit, ils sont plus orthodoxes que les léninistes. D'ailleurs, on parle maintenant de parti marxiste-léniniste. Parti marxiste-léniniste et parti marxiste, ce n'est pas la même chose. Les léninistes sont ceux qui appliquent les théories de Lénine, qui étaient plus loin que Marx. Marx n'a pas été... Marx, d'ailleurs, est mort au XIXe siècle. Il n'a pas eu l'occasion de voir la réalisation de ses idées. D'ailleurs, bon, il est mort pauvre, à Londres. Voilà. Donc, tandis que Lénine, lui, est devenu chef d'un État. Le premier État révolutionnaire prolétarien dans l'histoire de l'humanité. Et ce deuxième courant, celui des mencheviks, qui veut suivre Marx, il est minoritaire, mais il comprend en son sein quelques personnages importants, comme Trotsky. Il faut savoir que Lénine et Trotsky, ce sont donc des surnoms. Lénine, son vrai nom, c'est Vladimir Ilyich Ulyanov. Lénine, c'est le nom qu'il a dû prendre comme résistant clandestin à l'époque tsariste. Vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, les résistants en Belgique, en France, devaient prendre des faux noms. Ils étaient souvent appelés par un prénom. Il y avait le capitaine Nicolas, le commandant Claude, etc., le colonel Jean, qui étaient en fait des moyens par lesquels ils étaient connus dans la résistance, qui étaient en fait des pseudonymes, bien entendu, ils devaient se cacher. D'ailleurs, personne ne pouvait connaître leur nom réel, ne plus que pour protéger leur famille en particulier. Et Trotsky, là aussi c'est un surnom. Son vrai nom, en fait, c'est Lev, ce qui veut dire Léon, Bronstein. Bronstein, donc quand c'était un intellectuel juif, russe, donc, qui avait pris également le maquis à l'époque tsariste. Il y en a un troisième qui va jouer un rôle important, bien sûr, c'est Staline déjà à cette époque-là, qui finalement va être le dernier en lice qui va gouverner l'URSS jusqu'au mois de mars 1953, et Staline, c'est également un surnom, c'était Joseph Djougashvili.
Djougashvili, qui est donc un nom de famille géorgien. Voilà. Je reviens à mon point de départ. Donc j'étais en train de vous expliquer la situation politique. Donc vous avez bien retenu qu'il y a la noblesse libérale qui souhaite que le tsar partage l'exercice du pouvoir. Il y a un deuxième groupe, c'est la bourgeoisie qui s'est constituée en partie constitutionnelle démocrate, les cadets, et qui souhaitent une monarchie constitutionnelle parlementaire à l'occidentale. Et enfin, vous avez un troisième groupe subdivisé en au moins 3 groupes. C'est le groupe des socialistes qui est divisé en socialistes révolutionnaires, disons le partage des terres, les socialistes marxistes, eux-mêmes divisés en bolcheviks, qui veulent la révolution marxiste immédiatement, communisme immédiat, en partant des villes, en se basant sur le prolétariat, et d'autre part, les mencheviks, qui eux souhaitent également se baser sur le prolétariat, mais qui n'excluent pas, eux, au contraire, qui souhaitent même une période de transition pendant laquelle il faudra gouverner avec des partis dits bourgeois. Donc il n'exclut pas de gouverner avec le parti démocrate constitutionnel dont je vous parlais tout à l'heure, ou avec les socialistes révolutionnaires. Voilà. Après avoir vu, je dirais, la situation économique et sociale, puis la situation politique, j'en arrive à la situation militaire. Alors qu'est-ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale? Pendant la Première Guerre mondiale, la Russie est mal prise. Pourquoi? La Russie est mal prise parce qu'elle comment dirais-je, est à l'origine de la guerre. Très rapidement, elle a réagi au lendemain de l'ultimatum qui était envoyé par l'Autriche, elle-même soutenue par l'Allemagne, ultimatum envoyé à la Serbie. La Russie est très rapidement intervenue pour soutenir son petit frère serbe, orthodoxe et slave comme elle-même. Mais les Russes n'avaient pas les moyens de leur politique. Si le tsar est rentré en guerre, c'est essentiellement pour détourner l'attention de son opinion publique devant la situation économique, sociale et politique désastreuse que lui-même connaissait dans son empire, et rassembler autour de sa personne, sacrée, dans un élan patriotique, l'ensemble du peuple russe. Vous savez que la guerre peut être souvent un moyen de détourner l'attention quand un dictateur se sent dans une situation difficile. Eh bien, il se lance dans une opération guerrière pour rassembler le peuple autour de lui et ainsi stimuler le sentiment patriotique qui n'existerait pas en dehors de ces périodes-là, en tout cas avec une telle intensité. Voilà, très différent de ce que nous connaissons à l'heure actuelle, mais enfin, au début du XIXe siècle, et surtout en Russie, vous devez vous dire que, dans un premier temps, ça a certainement marché. C'était certainement un plus sur le plan de l'opinion publique pour le tsar que d'entrer en guerre. Il n'y avait pas de sondage comme à l'heure actuelle, mais s'il y avait eu des sondages, eh bien, la cote de popularité du tsar serait montée certainement, très fortement dans les sondages à partir du mois d'août 1914, sans aucun doute. Il suffit de voir les journaux de cette époque-là. On en arrive maintenant aux événements de 1917. En 1917, et déjà depuis la fin de l'année 1916, la situation économique et sociale s'est détériorée. Justement parce que je vous parlais de la situation militaire il y a un instant, la situation militaire, elle entraîne très rapidement une détérioration de la vie économique et sociale, parce que tout l'effort de guerre, tout l'effort de l'économie russe est dirigé vers l'effort de guerre. L'Allemagne est beaucoup plus forte en termes d'équipement militaire, en termes d'organisation de son armée, une armée beaucoup plus disciplinée également que l'armée russe, qui est beaucoup plus nombreuse. Souvenez-vous, je vous ai dit que ce qui apporte pour gagner une guerre, ce n'est pas tellement le nombre. Le nombre a son importance, bien entendu, mais c'est essentiellement la stratégie, l'équipement militaire, les motivations. Il y a la logistique, bien entendu, qui doit suivre. Si vous mettez tout le monde en première ligne,
et que vous n'avez pas le ravitaillement qui suit, etc. Hein. Souvenez-vous que quand les Américains ont débarqué à partir d'avril 1917, lors de la Deuxième Guerre mondiale, après le mois de juin 1944, vous devez vous dire que plus du tiers, presque la moitié des effectifs, ce sont des gens qui ne sont pas au combat, ce sont des gens qui sont derrière, qui assurent le ravitaillement en nourriture, en carburant, c'est tout ce qu'il y a autour. Hein. Une armée, pratiquement un bon tiers, si pas plus, les 2/5 de l'armée est constituée de la logistique. Hein, ce ne sont pas des soldats qui sont au front, hein, ça il faut le savoir. Hein. Bon, et bien la même chose ici, les soldats russes ont connu beaucoup de pertes, parce qu'ils sont mal équipés, mal commandés également, ils sont commandés par des officiers nobles avec lesquels ils n'ont aucune sympathie, bien entendu. Beaucoup de soldats ont été tués dans cette guerre, il y a des villages entiers qui ont complètement disparu, il n'y avait plus un seul homme, il n'y avait plus que des vieillards, des enfants et des veuves. Hein, tous les hommes donc, étaient morts pendant la guerre, beaucoup de mutilés également, et donc le moral des troupes russes est à zéro, hein, fin 1916. À cela s'ajoute le fait que les Allemands avaient coupé le ravitaillement de l'armée russe. Et donc il y avait, comment dirais-je, une césure, une coupure véritablement entre le tsar et l'armée qui était au front, parce que le tsar avait décidé de rejoindre le grand état-major russe, et les nouvelles parvenaient relativement difficilement de Moscou et de Saint-Pétersbourg, parce que les Allemands s'étaient arrangés pour couper les lignes arrière. Les Allemands avaient coupé également le ravitaillement, et tout cela fait que dans les villes, l'atmosphère est à l'orage. Le tonnerre gronde, parce que, à partir du moment où le ravitaillement n'arrive plus dans l'armée, que l'alimentation des villes se fait avec difficulté, vous pensez bien que le prix des denrées, donc des céréales, augmente fortement, les salaires ne suivent pas, bien entendu, on est dans une période de difficultés économiques intenses, et des émeutes commencent à se produire. Des grèves se produisent également. Grèves dans les usines, justement dans ces grandes villes dont je vous parlais tout à l'heure, Odessa sur la mer Noire, Saint-Pétersbourg sur la Baltique, toute l'agglomération de Moscou. Et à partir de ce moment-là, je dirais, c'est le tocsin de la fin que l'on entend sonner. Au mois de février, alors je dis février 1917, étant entendu qu'il y a une différence de 13 jours entre le calendrier julien, c'est-à-dire celui qui a été inventé par Jules César il y a 2000 ans, et d'autre part le calendrier grégorien, qui est un calendrier mis au point par un pape qui s'appelait Grégoire à la fin du XVIe siècle, il y a donc 13 jours de différence. Hein, tout s'est récupéré, vous savez, c'est le problème des années bissextiles, et puis alors tous les siècles et tous les millénaires, il faut remettre le calendrier à jour, évidemment, pour que les révolutions de la Terre autour du Soleil correspondent bien à la réalité physique de la nature. Et donc, quand je parle du mois de février 1917, en fait, c'est le mois de mars dans notre calendrier à nous, dans le calendrier grégorien, celui que nous utilisons, et d'ailleurs que les Russes vont utiliser à partir du moment où la révolution bolchevique leur a emporté. Et vers le 10-11 mars, pour nous, donc c'est encore le mois de février, c'est la fin du mois de février en Russie, la rue prend le pouvoir, le tsar doit abdiquer, il abdique d'abord au profit non pas de son fils, qui était un petit garçon qui avait une dizaine d'années et qui était hémophile, le tsarevitch Alexis, donc il abdique au profit du grand-duc Serge, qui n'accepte pas du tout la couronne, parce qu'il se rend compte que c'est une couronne d'épines, hein, que Nicolas II est en train de lui refiler,
Et à partir de ce moment-là, un gouvernement provisoire se met en place, l'Empire est aboli, une république de Russie s'organise, avec à sa tête une coalition des constitutionnels démocrates, les fameux cadets dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont à leur tête un historien libéral qui s'appelle Milioukov. On trouve également dans cette coalition un prince, le prince Lvov, qui est un ordre libéral. Et enfin, on trouve également un socialiste modéré dans le gouvernement, qui est Alexandre Kerensky. Donc, vous avez bien compris qu'il s'agit d'une alliance entre la noblesse libérale, la bourgeoisie éclairée, et alors un socialiste modéré, mais qui n'appartient pas à toutes ces catégories de socialistes révolutionnaires que j'ai mentionnées tout à l'heure. Autrement dit, c'est la bourgeoisie qui essaye de calmer la donne, de calmer la situation pour éviter qu'il n'y ait, comment dirais-je, pour éviter que les bolcheviks, que les socialistes révolutionnaires ne prennent le pouvoir à ce moment-là. Donc il s'agit de canaliser l'émeute, de canaliser les grèves afin que le travail reparte. Un certain nombre de mesures libérales timides sont prises, mais ces mesures libérales ne vont pas calmer le jeu comme c'était souhaité par ce gouvernement. Au mois d'avril, Lénine, qui se trouve en Suisse, et qui était donc le chef des bolcheviks, dont je vous ai dit tout à l'heure, les bolcheviks, c'est l'aile dure des marxistes, des sociaux-démocrates marxistes, donc des communistes qui travaillent essentiellement en milieu, qui travaillent essentiellement le prolétariat. Lénine revient de Suisse et il va écrire dans la Pravda, qui était le journal du parti social-démocrate bolchevique à cette époque-là. La Pravda, ça veut dire, c'est un mot qui en russe se trouve à la limite entre la vérité et la justice. Donc le champ sémantique du mot Pravda est plus large que le mot justice ou que le mot vérité. C'est un mot qui a un double sens. Il écrit dans la Pravda ces fameuses thèses d'avril, et dans cet article, Lénine énonce les priorités qui doivent être celles du parti bolchevique. C'est d'une part la paix, s'il se rend compte que ce n'est pas possible de faire la révolution dans un pays en guerre avec l'étranger, et d'autre part la collectivisation, à titre principal. La situation va continuer à se dégrader. Mai, juin, juillet. L'homme fort au sein du gouvernement va devenir Kerensky. Nous avons déjà rencontré tout à l'heure et qui à l'époque est ministre de la guerre. Kerensky va devoir affronter une double opposition. Une opposition contre-révolutionnaire sur sa droite, avec la révolte du général Kornilov, qui va être écrasée à la fois par l'armée, je dirais, républicaine de Kerensky, mais avec le soutien des bolcheviks, donc de Lénine. Et à l'extrême gauche, à sa gauche, il y a également un ennemi. Et cet ennemi, ce sont les bolcheviks, qui n'attendent que leur heure pour prendre le pouvoir. Entre-temps, Lénine doit repartir en exil, il part cette fois en Finlande, il ne reviendra qu'au lendemain de la Révolution, et dorénavant, il a son bras droit sur place à Leningrad, enfin à Leningrad, à l'époque c'est encore Saint-Pétersbourg, excusez-moi, non, ça s'appelle plus Saint-Pétersbourg, depuis 1914 ça s'appelle Pétrograd. Donc Saint-Pétersbourg porte ce nom-là depuis la fondation de la ville au début du XVIIIe siècle par Pierre le Grand, qui a donné son nom à la ville, jusqu'en 1914. Alors Nicolas II, en 1914, s'est dit, mais c'est pas possible de continuer à avoir pour capitale une ville dont le nom renvoie immédiatement à la langue germanique. Parce que Saint-Pétersbourg, Burg, dire ville en allemand, d'accord? Et donc il a changé le nom de la ville en la slavisant, en la russifiant,
et c'est ainsi que Saint-Pétersbourg est devenu Petrograd, ce qui veut dire la même chose. Mais Grad, c'est un mot russe pour dire ville. Et puis alors, c'est seulement après la Révolution d'Octobre, dont je vais vous parler bientôt, que la ville va prendre le nom de Léningrad, et c'est seulement alors, après 1991, comme vous savez, que la ville de Léningrad va reprendre son nom de l'époque tsariste, c'est-à-dire Saint-Pétersbourg, qui est le nom actuel. Voilà. Alors, donc, Kerensky doit faire face à une opposition de droite avec Kornilov, il va mater cette révolte, et une opposition de gauche avec les bolcheviks et Lénine. Kerensky avait fait rentrer dans le gouvernement pour essayer de calmer un petit peu les choses, il avait essayé de gauchiser son gouvernement, lui qui était la gauche du gouvernement provisoire mis en place en février 1917, devient progressivement la droite dans le gouvernement qui va se mettre en place, donc, à la fin du printemps 1917. Et à côté de lui, socialiste modéré, on va trouver dans cette nouvelle mouture du gouvernement qui gouverne la Russie pendant cette période révolutionnaire, des socialistes révolutionnaires, souvenez-vous, ce sont ceux qui veulent une réforme agraire, un partage des terres, et d'autre part des mencheviks. Voilà. Lénine sent que les choses se présentent bien pour lui et il va, en communication bien sûr avec Trotsky, qui progressivement, avec ses bolcheviks, parce que Trotsky est passé des mencheviks aux bolcheviks, occupe une place importante dans le conseil des soldats et des ouvriers de Petrograd, ce que l'on appelle un soviet. Il se dit que le moment est bon pour lancer et déclarer l'insurrection. Les soviets, qu'est-ce que c'est? Alors les soviets, ce sont donc des conseils, ce sont des sortes d'assemblées générales dans laquelle on trouve des ouvriers, dans laquelle on trouve des soldats, on trouve les deux, n'oubliez pas qu'on est en temps de guerre, ce qui explique évidemment la présence de l'armée de base, je dirais que ce n'est pas des officiers, ce sont des soldats, dans l'organisation du pays. Et ces soviets, en fait, étaient une sorte de pouvoir parallèle à côté du gouvernement officiel. Donc il y avait deux types de gouvernements qui fonctionnaient parallèlement. Il y avait donc les instances mises en place par la République de Russie à partir du mois de mars 1917, et parallèlement à ça, vous avez dans les villes, dans les localités, des soviets. Et ces soviets vont donner lieu, évidemment, à ce qu'on appelle, beaucoup plus tard, donc, l'Union soviétique. C'est après, beaucoup plus tard, qu'on va parler d'Union soviétique. Voilà. Sauf que les bolcheviks, qui comprennent très bien la situation, se disent que les soviets, il faut les noyauter de l'intérieur. Ils se rendent bien compte que les soviets, si on ne les contrôle pas, ils peuvent devenir une menace et contrecarrer la révolution bolchevique. Et donc, les bolcheviks vont essayer d'occuper chaque fois les places importantes dans ces soviets, ce qui va être le cas de Trotsky, justement, à Petrograd, à partir du mois de septembre 1917. Et donc, on peut dire que parler d'union des républiques socialistes soviétiques, c'est une grande escroquerie, parce que l'Union soviétique n'a jamais été soviétique. Elle a été très peu de temps en 1917, un peu en 1918, avant que les bolcheviks n'investissent complètement les soviets, les annihilent, annihilent ces conseils démocratiques d'ouvriers et de soldats, au point que c'est finalement l'appareil du parti communiste bolchevique qui prenne la réalité du pouvoir de l'Union soviétique. Donc, la Russie n'a jamais été soviétique, en fait. Quelques mois au tout début de la Révolution. Voilà. Alors maintenant, l'insurrection a lieu effectivement au mois d'octobre pour les Russes, au mois de novembre pour nous. Donc c'est dans la nuit du 6 au 7 novembre dans notre calendrier, le calendrier grégorien, que Trotsky
prend le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Très rapidement, ça s'est fait d'ailleurs sans coup férir. Il s'agit pratiquement d'un coup d'État, d'un putsch. La révolution, vous devez vous dire que la prise du pouvoir par les bolcheviks, ça ne s'est pas fait dans un bain de sang du tout. Ça s'est fait relativement pacifiquement. Il n'y avait que quelques milliers de soldats, je devrais dire de soldates, parce que c'était uniquement un régiment de femmes, d'ailleurs très vaillantes, qui protégeaient le palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Je crois que c'est comprenant entre 3000, je ne sais pas, c'est 3000 ou 5000 femmes qui protégeaient le palais du gouvernement. Kerensky est parti très rapidement, mais il n'y a pas eu du tout, ça n'a pas été du tout une révolution sanglante. Mais on peut dire putsch, pas vraiment, parce que Lénine avait senti que l'opinion publique était favorable à la prise du pouvoir, et que donc ça s'est fait presque naturellement, presque fatalement, je dirais, presque fatalement. Dès que Lénine est au pouvoir, il va prendre un certain nombre de mesures. Je vais aller très vite là-dessus. Alors, quelles sont les mesures qu'il prend? Il veut d'abord prendre des mesures sur la paix. Le problème, c'est que la paix, il faudra encore attendre un petit peu pour qu'elle puisse être signée. Dès le mois de novembre, il veut signer une paix séparée avec les Allemands et les Autrichiens. Il faudra attendre le mois de mars 1918 pour que les Russes signent une paix séparée avec l'Allemagne. C'est la paix de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk est une localité qui se trouve maintenant à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Deuxième élément, voilà pourquoi. Parce qu'il se rendait bien compte, évidemment, ce n'était pas possible de continuer une guerre civile à l'intérieur, parce que, hélas, c'est le conflit qui va se dérouler en Russie à partir de 1918, 17, c'est une guerre qui oppose des frères, des cousins entre eux. C'est l'opposition entre les Russes blancs, partisans du tsar ou de l'ancien régime, et d'autre part les Russes rouges, l'armée rouge, c'est-à-dire l'armée révolutionnaire. Cette guerre va durer 4 ans, donc de novembre, d'octobre 1917 jusqu'à 1921. Il a fallu 4 ans, et cette guerre va opposer d'une part les chefs des armées blanches, avec à leur tête Dénikine, Wrangel et j'ai oublié les liens pour l'instant, Dénikine, Wrangel. Bon, j'ai un petit trou de mémoire, c'est pas grave, ça va peut-être me revenir par la suite. Non, je ne le vois plus pour l'instant. Et donc, lutte contre, d'une part, les contre-révolutionnaires, lutte également contre les armées étrangères qui se sont inquiétées au lendemain de la révolution, je dirais, bolchevique, de la menace que faisait peser cette révolution communiste pour leurs propres intérêts et leurs propres capitaux qui avaient été investis en Russie. Je pense aux Belges. Les Belges avaient investi beaucoup d'argent. Il y avait également les Français. Les Français vont débarquer à Odessa. Les Anglais vont débarquer à Arkhangelsk et à Mourmansk, vous voyez, du côté de la mer Blanche, tout à fait dans le nord, près de la mer Arctique. Et enfin, les Japonais qui débarquent en Sibérie. Mais vous remarquez que toutes ces armées-là, ce sont des alliés, ce ne sont pas du tout des Allemands, des Autrichiens. Et donc, vous ne pouvez pas en même temps mener la guerre contre les Allemands, les Autrichiens, contre les anciens alliés, qui sont leurs alliés dans la guerre, entendons-nous bien, qui étaient leurs alliés dans la guerre, mais qui étaient leurs opposants en termes de classe, puisque c'était en fait des armées qui étaient envoyées par des gouvernements qui avaient dont la bourgeoisie avait des intérêts, évidemment, en Russie à ce moment-là, et en même temps se battre contre les Russes blancs. Voilà, donc ce n'était pas possible de mener toutes ces guerres. Donc, il signe une paix séparée au mois de mars 1918. Donc, premier élément. Ensuite, décret très important, c'est la collectivisation des terres, immédiatement et sans indemnité. Donc les terres de l'aristocratie des nobles sont
collectivisée, on supprime la propriété privée, on supprime également la propriété privée dans le domaine de l'industrie. Ce qui veut dire que, eh bien, toutes les usines, dorénavant, toutes les entreprises privées vont être nationalisées, étatisées. Et enfin, dernier élément important, pris au mois de novembre, c'est que dorénavant, les nationalités qui composaient l'empire tsariste, la Russie tsariste, vont devenir souveraines. On va créer des républiques indépendantes qui, bientôt, à l'époque de Staline, seront de nouveau phagocytées par Moscou. Et c'est ce qui explique que dans l'URSS, il y avait 15 républiques théoriquement indépendantes, mais pratiquement tout était décidé à Moscou. Et que ces républiques sont égales à la Fédération de Russie. Voilà, ce sont ces mêmes républiques qui sont devenues indépendantes depuis 1991. Voilà. Alors, très rapidement, vont se mettre en place une politique, une police politique, la Tchéka, hein, pour essayer d'identifier tous les contre-révolutionnaires, tous les suspects. Va se mettre en place également la répression. Il va y avoir également des conflits avec les anarchistes, qui au départ avaient vu d'un œil favorable cette révolution de 1917, mais qui vont être écrasés par les bolcheviks. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel. Se met en place également, ça c'est quand même important de le dire, un congrès des soviets, ce que nous pourrions appeler un parlement, un conseil des nationalités, une sorte de Sénat, et enfin un conseil des commissaires du peuple, c'est-à-dire un gouvernement. Donc le titre de ministre n'existait pas dans la Russie bolchevique, on était commissaire du peuple à quelque chose, avec une affectation. C'est ainsi que Staline et Trotsky étaient commissaires du peuple. Staline était commissaire du peuple aux nationalités, Trotsky était commissaire du peuple, d'abord aux affaires étrangères, puis à la défense, et ça annonce le grand conflit qui va, comment dirais-je, se dérouler dans les années 1920 entre Trotsky, qui est le chef de l'armée rouge, et Staline, qui est le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, mais ça, il s'agit d'une autre histoire. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques livres qui me semblent utiles de connaître. Alors, un petit ouvrage très facile à lire, très didactique, c'est le Que sais-je, écrit par François-Xavier Coquin, La Révolution russe, donc dans la collection Que sais-je, c'est le numéro 986. C'est un ouvrage vraiment très pédagogique, écrit par un éminent spécialiste. Il écrit évidemment au début de sa carrière, mais François-Xavier Coquin a fini comme professeur au Collège de France. Et vous savez que le Collège de France, c'est le sommet de la hiérarchie des établissements universitaires à Paris. Autre ouvrage, La Révolution russe de 1917 de Marc Ferraud, aussi un très grand spécialiste qui vit toujours, sauf erreur de ma part, qui a présenté longtemps une émission sur Arte qui s'appelait Histoire parallèle, portait sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est une émission qui a duré pendant 10 ans tous les samedis soirs et qui mettait en parallèle justement les archives filmées du côté allié et du côté des puissances de l'Axe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il pose essentiellement des problèmes, donc ce n'est pas une synthèse, il pose des problèmes, et vous y trouvez également des documents, de nombreux documents qui peuvent être utiles pour la préparation de vos leçons. Il écrit également, alors, Coquin, qu'on a déjà vu tout à l'heure, a écrit un ouvrage allant dans le même sens que celui de Ferraud, donc ça s'appelle La Révolution de 1917, aux presses universitaires de France. C'est en fait le dossier de la Révolution qui est présenté ici. Donc ce n'est pas, vous n'avez pas la chronologie ou la succession des événements. Ce sont toute une série de documents sur la Révolution de 1917 avec des témoignages de contemporains, même des points de vue ultérieurs sur la Révolution de 1917. Alors là, la grosse synthèse, si vraiment vous voulez approfondir le sujet, c'est l'ouvrage de Marc Ferraud, qu'on a déjà vu il y a quelques minutes, La Révolution de 1917, publié chez Albin Michel
dans la collection L'évolution de l'humanité. Alors, vous voyez un petit peu le dos de l'ouvrage, il y a 1000 pages. Ah oui, on ne se rend pas compte quand on le voit comme ça, il y a 1000 pages. Ce qui est très important, ce qui est très utile, c'est qu'outre la synthèse, vous voyez, c'est quand même, il faut quand même le lire. Ce sont les très nombreux documents, je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a bien une soixantaine, sauf faire ma part, donc peut-être un peu moins. Je vois ici qu'il y a au moins, je vais essayer de repérer ça, voilà, une quarantaine de documents traduits, donc, du russe et contemporain. Alors, sur la Révolution, vous avez toujours du même Marc Ferraud, vous voyez qu'il était très prolifique sur le sujet. Hein. C'était un des co-directeurs de la célèbre revue historique française qui s'appelle Les Annales. Hein. Naissance et effondrement du régime communiste en Russie, en livre de poche, dans la petite collection Référence. Hein. Ça ne coûte pas cher, c'est tout petit, il y a 150 pages, vous voyez. Alors, le titre est précis, Naissance et effondrement. Vous n'avez pas l'histoire de l'URSS, on parle essentiellement de la naissance et de l'effondrement. Donc ce sont deux problématiques qui sont traitées, ce n'est pas l'histoire de l'URSS au XXe siècle. Alors, un aspect que je n'ai fait qu'évoquer, c'est Makhno, la révolte anarchiste, parce qu'on parle toujours de la révolution communiste, mais figurez-vous que les anarchistes ont fait aussi la révolution à cette époque-là. Ils ont eu un rôle d'ailleurs très très important, ils se sont battus contre les Blancs, mais finalement, les bolcheviks se sont retournés contre eux, une fois qu'eux-mêmes, que les anarchistes avaient écrasé, s'étaient battus contre les Blancs, contre lesquels ils ont remporté de grandes victoires. Le mouvement anarchiste est maté en 1921, et le dirigeant de cette révolte, qui était un anarchiste ukrainien, Nestor Makhno, est mort à Paris, donc en exil, en 1935. Deux ouvrages importants, non, je vous en parlerai plus tard. Ici, un ouvrage de Alain Besançon, aussi grand soviétologue, passé soviétique et passé russe, dans la collection Pluriel, livre de poche. Alors, la thèse de l'ouvrage de cet auteur, c'est que, contrairement à ce qu'on croit, les continuités et les ruptures entre le régime tsariste et d'autre part le régime soviétique ne sont pas là où on le croit. Et il essaie de repérer où sont les vraies fractures et où sont les vraies continuités. C'est un historien plutôt, enfin même franchement de droite. Enfin, je crois qu'il faut avoir tous les points de vue pour étudier ce phénomène-là, d'autant plus qu'il est tellement brûlant sur le plan idéologique. Alors là, un grand classique d'Oskar Hanweiler, édité aux éditions Gallimard, Les Soviets en Russie 1905-1921. Vous vous souvenez que tout à l'heure je vous disais que finalement il y a eu récupération du terme de l'institution des soviets. Elle était complètement noyautée, cadenassée par les bolcheviks en 1917, et que concrètement les soviets n'ont fonctionné qu'au tout début de la révolution, et par la suite c'est le parti communiste qui a pris vraiment le pouvoir, alors que les soviets inauguraient une vision, une tradition politique communiste qui n'était pas sans intérêt, qui était certainement beaucoup plus démocratique. Alors, quand on fait l'histoire, vous savez, il faut retourner aux sources. Alors, j'ai apporté de ma bibliothèque un vieux classique qui est l'histoire du Parti communiste bolchevique de l'URSS. Alors là, ça a été publié à Moscou en 1947, ici j'ai l'édition 1947, mais cet ouvrage a été écrit par les membres, par une commission du comité central du Parti bolchevique. Donc, question d'objectivité, on peut s'interroger. Donc, ça n'a pas été écrit par des historiens, je veux dire, objectifs, c'est écrit par des politiques. Mais il faut lire cet ouvrage, pourquoi? Parce qu'il nous donne la vision officielle de l'histoire du Parti communiste par les communistes eux-mêmes en Union soviétique et la manière dont ils se racontaient leur propre histoire. Alors c'est quand même intéressant, même si évidemment des tas de sujets qui sont complètement occultés, c'est l'histoire déformée, donc il faut évidemment faire la critique de tout ceci. Mais c'est intéressant de savoir que c'est ce manuel-ci qui était mis entre les mains des futurs professeurs d'histoire, de ceux qui étudiaient dans les facultés de sciences politiques, sciences sociales, etc. Alors, deux ouvrages classiques
de Lénine. Le premier s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme ». Voilà. Alors c'est un ouvrage qui fait partie de l'ABC qu'un marxiste-léniniste doit lire, ou devait lire plutôt, parce que les marxistes-léninistes sont devenus très rares, vous savez, mais devait lire en tout cas, même en Europe occidentale jusqu'à l'époque des maoïstes par exemple. Et dans cet ouvrage, Lénine va au-delà de Marx et il montre qu'effectivement la situation de l'Europe à la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, dans son mouvement de colonisation, est vraiment l'expression, je dirais, du capitalisme qui, ne trouvant pas suffisamment de débouchés sur le marché intérieur, ayant besoin de matières premières bon marché, doit effectivement trouver des terres nouvelles, une main-d'œuvre à bon marché, comme je vous l'avais expliqué pour les causes de la Première Guerre mondiale. Autre ouvrage classique de Lénine, l'État et la Révolution. Voilà, alors, c'est l'histoire de l'État dans le courant du XIXe siècle et de la vision qu'un bolchevique en a, en particulier à partir de la Révolution de 1848 en Europe. Et il y a tout un chapitre qui est également consacré à la Commune de Paris, donc entre le mois de mars et le mois de mai 1871. Alors, enfin, pour terminer, encore 3 livres. Quand on étudie une période, rien de tel me semble-t-il que de se plonger dans la littérature qui était produite à cette époque-là. Alors, cet ouvrage-ci, qui est dû à Ronald Hinckley, Les écrivains russes et la société, 1825-1904, essaye de replacer les grands écrivains russes du XIXe siècle. Il y a vraiment de très très grands écrivains à cette époque-là, en Russie. Pensez à Tolstoï, pensez à Tchekhov, pensez à Pouchkine, pensez à Dostoïevski, pensez à Gogol, pensez à Tourgueniev. Donc ce sont des très grands écrivains qu'il faut lire encore à l'heure actuelle. Et donc il essaie de montrer dans quelle mesure ces écrivains nous permettent de comprendre la société. Mais cet ouvrage doit être lu préalablement aux grands classiques russes si on veut bien comprendre le contexte économique, social et politique dans lequel ils écrivent. Sinon, ce sont des admirables œuvres littéraires qu'on peut lire sans cette introduction, mais on ne va pas évidemment profiter, je dirais, de bien comprendre l'ambiance dans laquelle ils se déroulent. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la situation misérable de ces paysans russes au XIXe siècle, surtout dans la deuxième moitié. Vous vous souvenez, je vous ai dit que même si l'esclavage était aboli, eh bien, ils ont dû racheter leurs terres, ils ont été endettés pour toute leur vie, la productivité était très faible, ils ont des outils aratoires tout à fait primitifs. Et je vous conseille alors 2 ouvrages de 2 grands classiques, donc des romans, on dit bien, ce sont des romans. 2 grands classiques, de Tourgueniev tout d'abord, Terre Vierge. C'est l'histoire d'un révolutionnaire, un nihiliste. Alors les nihilistes, c'était ceux qui estimaient que, pire encore qu'un anarchiste, entre guillemets, un anarchiste, lui, est contre l'ordre établi et le pouvoir établi. Un nihiliste, c'est quelqu'un qui considère que de toute façon, il faut tout résoudre en détruisant tout, en faisant table rase. D'ailleurs, rien n'a de sens, on va vers le néant. Nihiliste vient du mot nihil en latin qui veut dire rien. Et c'est l'histoire donc d'un révolutionnaire, d'un intellectuel, qui va, nihiliste, qui va dans les campagnes pour susciter la révolution. Les paysans n'en ont rien à faire, ils le dénoncent à la police, le type est embarqué. Voilà, donc c'est assez triste, mais enfin. Alors, dernier ouvrage, celui de Nicolas Gogol, qui est aussi un grand écrivain russe, c'est celui qui a écrit Taras Bulba. Vous avez peut-être déjà vu le film avec Yul Brynner, non? Taras Bulba, c'est un ouvrage sur un chef Zaporog, turc Zaporog du XVIIIe siècle. Alors, les âmes mortes. Alors, c'est quoi les âmes mortes? Les âmes mortes, en fait, ce sont les serfs qui sont décédés, mais qui sont repris dans les registres des percepteurs d'impôts et pour lesquels on doit payer une capitation. Les propriétaires, donc nobles, doivent payer une capitation, donc un impôt,
hein, jusqu'à la recension suivante, jusqu'au recensement suivant. Vous imaginez? Donc c'est comme si vous avez une voiture, hein, parce que n'oubliez pas que les serfs, ce n'est pas des esclaves, en fait, ils ont un statut intermédiaire sur le plan juridique. C'est comme vous avez une voiture, vous avez votre voiture pendant 10 jours, vous avez payé votre taxe de circulation, hein, une semaine plus tôt, et vous avez encore votre voiture pour 11 mois. Eh bien, il n'y a pas de remboursement, vous avez payé votre taxe, elle est valable jusqu'au bout, mais il n'y aura pas de remboursement pour les 11 mois pendant lesquels vous n'aurez pas eu votre voiture. Eh bien, les serfs qui étaient décédés, hein, rentraient dans la comptabilité donc, des inspecteurs des finances, de ceux qui percevaient les impôts, et donc ceux qu'on appelle les âmes mortes sont donc ces serfs décédés. Voilà. Et alors c'est un très beau roman sur la vie des paysans russes hein, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, comme l'ouvrage de Turgenev. C'est pour ça que je voulais vous les montrer. Alors pourquoi deux romans consacrés aux paysans et pas à des ouvriers? Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué que la très grande majorité du peuple russe, c'était des paysans, et ce n'étaient pas des ouvriers, et que la révolution communiste a eu lieu dans un pays de paysans, et pas dans un pays d'ouvriers, contrairement à ce qu'avait prévu Marx. J'ai dit.